Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Au clair de la lune, le podcast littéraire des Moonlight Flowers. Nous nous intéressons ici à des livres de nos genres favoris, la science-fiction, la fantasy et le fantastique, anciens ou récents, pour les faire connaître et les décortiquer. Mais qui sommes-nous, vous demandez-vous peut-être, vous qui avez aimablement cliqué ici ? Eh bien nous sommes une association de jeunes auteurs amateurs d'imaginaire, basée à l'université Toulouse 2, et nous organisons, en plus de faire des podcasts, des ateliers d'écriture tous les mardis au foyer de lettres de 18 à 20h. Plus d'infos à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous sommes trois, Marius, bonjour Marius. Camille, bonjour Camille. Et moi, Ludo, bonjour Ludo. Et comme nous sommes cernés par les cucurbitacées, nous allons parler d'un roman d'épouvante. Nous allons donc pour commencer donner chacun notre tour notre petit avis sur le roman en question, puis nous allons en parler de manière plus détendue ou en débattre. Mais d'abord, quelques mots sur notre livre d'aujourd'hui, Dracula, de Bram Stoker. Bonjour Ludo, bonjour Camille et bonjour chers auditeurs et auditrices. Et aujourd'hui, nous allons donc effectivement parler du plus iconique des romans d'Halloween, celui qui a inspiré de nombreux ouvrages de fantasy et qui a engendré énormément d'adaptations dans tous les arts que ce soit. Je veux bien évidemment parler de Dracula de Bram Stoker. C'est un roman épistolaire qui a été publié en 1897, racontant l'histoire du comte Dracula et des êtres humains qui s'opposent à lui, Jonathan Harker, Mina Murray, Lucy Westenra, Arthur Holmwood, le docteur Seward, Quincy Morris et le docteur Van Helsing. L'histoire démarre lors de la rencontre entre Jonathan Harker, fraîchement devenu solicitor, c'est-à-dire notaire, et le comte Dracula. Le jeune notaire doit se rendre dans les Carpates afin d'aider un lord qui est inconnu de lui à devenir propriétaire d'une maison à Londres. Il se rend donc en Transylvanie afin de rencontrer le comte. Mais au fur et à mesure de son séjour, il se rend compte que le comte est un personnage assez étrange. Celui-ci possède une force surhumaine, ne mange jamais, et, une nuit, il le voit en train de descendre à même la paroi verticale du château. Mais ce qui intéresse le comte, c'est de boire le sang et notamment celui de jeunes femmes. Aussi, ce dernier s'en prendra à Lucy et à Mina, mais au cas où certains de nos auditeurs n'auraient pas encore lu cette œuvre, ni vu aucune de ses adaptations, je tairai ici la suite de l'histoire pour vous laisser le plaisir de la découvrir au fil des lignes de cet ouvrage. Dracula. Voilà un nom, un titre évocateur. Dracula. À ce simple mot, vous avez sûrement tout un imaginaire qui se crée dans votre tête. Des décors sombres, des ambiances lugubres, de longues dents blanches teintées de pourpre, des personnages très anglais, et des accents ridicules par moments. Dracula est une œuvre qui a su traverser les âges. Un nom passé dans la culture populaire, et le personnage avec le plus d'adaptations portant son nom. On peut, sans se tromper, qualifier Dracula de classique. Classique non seulement de la littérature, mais aussi du cinéma. Ce statut de classique, et les nombreuses, très nombreuses adaptations de l'histoire pourraient effrayer le lecteur moderne. Un lecteur qui aurait peur de s'endormir à la lecture d'une aventure qu'il connaît déjà. Mais il n'en est rien. Ce livre conserve toute sa saveur malgré le poids des années. Ce roman a parfois quelques longueurs, et il faut s'y attendre avec un roman de 600 pages. Il m'a parfois tenté de sortir ma planche de Ouija afin de demander à Bram Stoker si chaque description était réellement nécessaire. Et je me suis retenue parce que j'avais peur qu'il dise oui et commence à m'expliquer pourquoi. Si vous voulez connaître un sort pire que la mort, essayez d'écouter un auteur du 19e vous expliquer pourquoi il est génial. Mais j'ai eu peur surtout d'être d'accord avec lui, car chaque description, chaque scène, chaque dialogue, aussi long soit-il, participe à construire une ambiance proprement terrifiante. Une fresque gothique dont chaque mot semble avoir été choisi avec une précision chirurgicale. Rappelons que Bram Stoker a passé 10 ans sur l'élaboration de ce roman. Tout au long du roman, l'auteur démontre une véritable maîtrise du suspense qui accroche le lecteur. Sans nous en rendre compte, nous sommes happés par cet univers. Il y a même des scènes où l'on craint réellement pour la vie des personnages. Même des personnages qui semblent invincibles, et même des personnages que l'on n'aime pas. Le livre regorge de suspense et de surprises. Pour moi, l'une de ces surprises était le personnage de Lucy. Un personnage ô combien incompris et massacré par les adaptations. Nous la découvrons ici sous un jour nouveau, bien éloigné de ces réécritures misogynes. Lucy est un personnage extrêmement attachant, doux, joyeux, qui apporte une énergie et une lumière avec chacune de ses apparitions. Un personnage dont la perte est déchirante.
et l'on aurait facilement sacrifié ses 3 prétendants incompétents afin de la sauver. C'est un personnage trop pur qui reste l'un des plus sympathiques et des plus tragiques de l'œuvre. Ce qu'on connaît de Dracula, Camille nous l'a dit, ce sont souvent ses adaptations. Les non officielles, comme le Nosferatu des années 20, les kitsch et magnifiques, comme le Dracula de Coppola, et les carrément chelous, comme le Van Helsing avec Wolverine là. On a souvent effectivement tout un décorum en tête, des trucs gothiques un petit peu too much et poussiéreux en même temps, du sang un peu partout, du sexe sur les murs, ou l'inverse. Et des effets spéciaux de transformation qui ont plus ou moins bien vieilli. Et quand on lit le bouquin, on peut être surpris, parce qu'on se prend les conventions du roman victorien dans la gueule. Dracula, c'est un roman épistolaire gothique tout à fait classique, non seulement parce qu'il suit les canons de son époque, mais aussi parce que, comme souvent avec les classiques, on peut passer des heures à en faire l'analyse littéraire. Mais je n'ai que 5 minutes, donc je vais essayer de me concentrer sur un point précis. Comme Camille, ce point va être un personnage qui m'avait moins vendu le roman quand je l'ai lu, et celui qui est paradoxalement le moins bien traité dans les adaptations que j'ai vues ou survolées. Je veux bien évidemment parler de l'inimitable, de l'indépassable Mina Murray. C'est un personnage paradoxal, dans la mesure où elle est pour moi, autant que Van Helsing, sinon plus, la pièce centrale de la lutte contre le vampire. Elle est brillante, plus que les mecs, courageuse, plus que son mari, et se retrouve à carry cette bande de glands, alors que ceux-ci, en bon mec de l'époque victorienne, ne veut pas trop lui en dire pour ne pas perturber son petit cœur de femme. C'en est au point que, en ce qui me concerne, et c'est important dans un roman d'horreur, certaines des scènes les plus terrifiantes du bouquin sont rendues encore plus efficaces parce que c'est Mina qui est en danger. Parce que quand on y réfléchit, Van Helsing, c'est celui qui joue le rôle du mec qui sait tout, qui est un petit peu invincible. Il n'est presque jamais en danger. Mina, elle, oui. C'est un peu cliché dans un roman de vieux British, vous me direz, sauf que Mina, elle, est compétente. Donc, elle peut, ou elle pourrait, si ces connards de phallocrates lui en donnaient les moyens, se défendre efficacement. Et donc, au lieu d'être sauvée par les personnages masculins, elle est mise en danger par cette bande de cons. Et malgré ça, parce qu'elle est trop forte, elle parvient à retourner le danger dans lequel elle est, au profit de la chasse aux vampires. Et c'est vraiment le gros point qui m'intéresse. Ce personnage a créé, dans le lectorat de Dracula, des interprétations hyper progressistes de ce roman, pourtant écrit par un riche irlandais de la fin du 19e siècle, dont tous les héros sont des notables, dont le méchant répond même à un certain nombre de clichés racistes sur l'Europe de l'Est, et où l'on voit de nombreux persos, dont Mina elle-même, défendre des points de vue sur les différences entre les hommes et les femmes complètement dépassés. Mais voilà, elle est si surprenante, Mina, et si bien écrite, qu'elle donnerait presque une caution féministe à un roman qui ne l'est explicitement pas. Et la pauvre est très très maltraitée par les adaptations pour des raisons que je ne comprends pas. Certes, le roman de Stoker, c'est sa principale caractéristique, est composé de lettres et de journaux écrits par les personnages. Et avoir accès à leurs pensées nous les rend assez facilement sympathiques. Oui, même ces 3 abrutis de mecs. Mais en principe, rien qu'avec ce qu'elle fait, dans l'action, dans l'intrigue, on devrait avoir un personnage indépendant, efficace, fort. Mais son rôle concret dans le récit change toujours, généralement pour le pire, en termes de girl power, même dans un film qui lui donne un rôle aussi important que celui de Coppola, que j'aime beaucoup, il est très intéressant, allez le voir. Sur ce dernier point, je vous laisse pour ne pas trop dépasser les 5 minutes, et je me tourne vers Marius pour savoir ce que tu as à dire sur ce livre. Eh bien, merci mon cher Ludo pour cette magnifique transition. Et mes chers camarades, laissez-moi quand même poser à l'oral une question que certains et certaines d'entre vous se posent peut-être. Pourquoi diable devrais-je lire Dracula aujourd'hui ? En effet, après tout, l'histoire est connue par quasiment tout le monde. Même sans l'avoir jamais lue ni vue, elle n'en est pas moins rentrée dans l'imaginaire populaire. Eh bien, je vous répondrai que cette œuvre devrait être lue, ne serait-ce que pour le style d'écriture de Bram Stoker. Bon, certes, c'est écrit par un anglais du 19e siècle. Donc, les dialogues entre les personnages sont un peu, beaucoup, énormément, passionnément éculés, mais la narration est réellement d'une qualité excellente. Le fait que ce roman soit un roman épistolaire nous met directement dans la tête des personnages et nous les rend vite aimables. Ainsi, les malheurs qui leur arrivent nous touchent très fort. De même, la paranoïa qui prend Jonathan lorsqu'il se rend compte que le comte n'est pas un homme nous prend à la gorge. Laissez-moi vous lire quelques lignes pour que vous ressentiez, vous aussi, ce que j'essaie de vous faire passer. On nous dit que cette horrible créature était tout simplement gorgée de sang.
Je frémis quand je dus me pencher pour toucher ce corps. Tout en moi répugnait à ce contact. Mais je devais trouver ce que je cherchais, ou j'étais perdu. La nuit prochaine pourrait voir mon propre corps offert en festin à l'effroyable trio. Je cherchais, dans toutes les poches, entre les vêtements, mais de clés, nulle part. M'interrompant, je regardais le comte encore plus attentivement. Sur ses traits gonflés errait comme un sourire moqueur qui me rendait fou. Et c'était cet être-là que j'avais aidé à s'installer près de l'ombre, où, peut-être, dorénavant, pendant des siècles, il allait satisfaire sa soif de sang et créer un cercle nouveau, un cercle de plus en plus élargi de créatures à demi démoniaques qui se gorgeraient du sang des faibles. Outre le suspense et les émotions, cette œuvre est aussi une clé qui nous permet d'appréhender la place du vampire dans la littérature contemporaine. Tout au long de l'œuvre vont être dévoilés les pouvoirs et les contraintes liées aux vampires. Ceci les ancrera pour de bon dans l'imaginaire collectif de manière beaucoup plus prononcée que les superstitions dont ils sont issus et les œuvres précédentes. Enfin, pour conclure ces chroniques, nous pouvons dire que Dracula pose des questions qui sont toujours d'actualité, notamment dans nos sociétés occidentales. Des questions sur la place de la femme, qui a déjà été traitée par mes deux collègues, mais aussi des questions sur la mort. En effet, le comte est en non-mort. Il n'est pas vraiment vivant, vu que son cœur ne bat plus, mais pas mort non plus. Il bouge, il respire, il agit. Il est un être entre l'homme et l'animal. Un être surpuissant peut-être, mais cela a un prix. Pour l'auteur, ce prix-là n'est autre que son âme, qui ne peut reposer en paix qu'après la mort réelle et définitive. Pouvons-nous en tirer quelques conclusions à l'heure où des milliardaires cherchent un remède à la mort à n'importe quel prix ? Bien, nous en avons fini avec nos petites chroniques respectives. C'est donc le moment où nous allons essayer de créer de l'interactivité et du débat entre nous. Donc je vais commencer par une espèce de hot take qui est que je trouve que Dracula de Bram Stoker, c'est un roman qui, alors que c'est un roman épistolaire avec des journaux, etc., du 19e siècle, fait encore quand même, à certains moments, bien peur. C'est un roman d'horreur qui garde sa dimension d'horreur, je trouve, même pour un lecteur du 21e siècle qui aura mangé Shining de King ou Kubrick ou ce genre de truc, et que ça marche assez bien. Voilà. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que on voit clairement les influences de Dracula dans le cinéma d'horreur, parce que Dracula est très peu présent dans le livre, et pourtant, il arrive quand même à avoir une aura et à avoir une menace qui pèse sur les personnages, un peu comme les tueurs dans les slashers sont pas forcément très visibles, mais tu sens qu'ils vont mourir. Et ils meurent. Donc ça fonctionne. Alors, je suis d'accord, mais je trouve que... Alors, il fait très peur dans la toute première partie du roman. C'est vraiment le moment le plus angoissant, quand Jonathan se rend compte que le comte n'est pas un homme et que lui, il est enfermé avec lui dans son château. Et là, l'angoisse monte vraiment, la paranoïa nous prend. Et la fin aussi, quand Mina est en train de se transformer. Alors est-ce qu'on décide qu'on spoil comme des gros rats à partir je pense de là que maintenant, Ce bouquin a 124 ans, si vous l'avez pas lu avant, c'est le moment de le faire. Ok, donc alors ce que vous faites, c'est que vous mettez le podcast en pause, vous fermez l'onglet YouTube, vous allez lire Dracula de Bram Stoker, ensuite vous revenez, vous réécoutez tout depuis le début, comme ça vous faites monter le compteur de vues, c'est très bon pour nous. Et n'oubliez pas de mettre un like. Et de vous abonner. Et mettez la petite cloche si vous êtes sur YouTube. Voilà, alors oui, la fin effectivement, parce que la fin, cette scène de fin, alors du coup, gros spoiler de bâtard, elle est particulièrement intéressante parce que justement, quand Mina est en train de se transformer, déjà là ça fait quelque chose comme environ 580 pages qu'on a établi que Mina était certainement le personnage le plus intelligent de ce roman. C'est la seule à être à peu près aussi maligne que Van Helsing, et voire plus. Et le fait qu'elle soit en train de se transformer, c'est stressant parce que faut imaginer, je sais pas, quelqu'un de très intelligent. Personne dans cette pièce. Un doctorat en grec ancien. Ou alors non, si tu savais, Seigneur. Quelqu'un de très intelligent. Imaginez d'un seul coup. Einstein. Ouais, voilà, Evil Einstein, on fait le même avec les négatifs, vous voyez. Evil Oppenheimer, genre un type qui ferait la bombe, mais qui l'utiliserait lui-même, parce que un jour, on a voulu lui faire payer 10 centimes de plus pour les pâtes. Bon,
C'est terrifiant, fondamentalement. Oui, assez. Et d'ailleurs, il y a un moment, c'est le moment où ils sont autour du feu, que Van Helsing a de plus en plus de mal à hypnotiser Mina, parce qu'ils utilisent la connexion télépathique qu'elle a avec Dracula, parce qu'elle est en train de se transformer pour traquer le vampire. Et c'est une idée à laquelle se soumet Mina, et donc elle est super utile, parce que évidemment, Mina est super utile. Et il y a cette scène où ils sont tout proches du château de Dracula et ils sont simultanément attaqués par les trois concubines de Dracula, et en même temps Mina débloque complètement et elle commence, alors même qu'elle est encore consciente, à dénoter un comportement de vampire. C'est terrifiant. Je crois que c'est la seule fois du roman où Van Helsing est en danger. Ouais, il est relativement en danger étant donné qu'il est encerclé par 3 vampires plus une demi-vampire. C'est ça. Et C'est dangereux comme situation. du coup oui, je sais pas, c'était l'éventualité de Mina qui devient un vampire, c'est terrifiant. Ah, pas pour moi. Moi perso, je suis en mode go Mina devient une vampire, tue des mecs, passe de victime à puissante. Vas-y. Alors, si elle tue Van Helsing, ok. Van Helsing, pas trop, mais. Non, parce que dans la catégorie gros con qui aurait résolu le roman en 200 pages, si s'était contenté d'expliquer les choses dès le début. Encore un truc de film d'horreur. Parlez entre vous, s'il vous plaît. La communication, c'est important. Non, ça c'est un truc de film. Ils auraient pu prendre les aigles et aller directement en Mordor. Bon, alors c'est après, pas le bon livre. à la décharge de Van Helsing, je comprends son hésitation. Bon, alors parce que on va replacer les personnages. Van Helsing, c'est pas si vous avez dans la tête Wolverine, voilà, avec dans le film de merde là, avec des effets spéciaux dégueux. Dans le livre, il est roux. Et surtout, il est terriblement hollandais. Il est terriblement vieux. Et il est très très vieux, voilà. Ouais. Donc c'est vraiment. N'imaginez pas Wolverine, imaginez plutôt, j'en sais rien, Magneto. Enfin, imaginez-le, voilà, plutôt joué par Ian McKellen. Ouais. Voilà, fondamentalement, Yep. avec un énorme accent hollandais. Et Donc en fait, non, imaginez-le joué par Jean-Claude Juncker, commissaire européen. Voilà, vieux, hollandais. qui parle beaucoup trop et qui devrait vraiment se taire, sauf quand il devrait parler. Comme moi. Plutôt. Et du coup, c'est pas un héros de film d'action, c'est juste quelqu'un, c'est juste l'oracle absolu qui sait tout. Et à sa décharge, c'est vrai qu'au début du roman, il communique pas super bien. C'est à chaque fois, ça commence, c'est Lucie qui est malade. Et on appelle, et c'est le docteur Seward, qui initialement est médecin, mais surtout psychiatre, mais qui a quand même des bases en médecine, comme beaucoup de psychiatres, qui appelle le docteur Van Helsing parce que Van Helsing c'était son prof, et il dit Van Helsing il est génial, il sait tout faire, il connaît toutes les sciences. Il est non, je peux pas faire ce genre de blague. Mais bref, il connaît toutes les sciences. Le type, c'est Tirésias croisé Apollon croisé Athéna. En moins sexy. En moins sexy. Et donc Van Helsing arrive, et donc à chaque fois qu'il a un élément supplémentaire du diagnostic de Lucie, il ne dit rien. Il se contente de prendre l'air très sérieux et de dire ah ya oui, cela est très inquiétant. Et Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, puis refais-moi confiance. Tout Voilà. ira bien. À 4 reprises, il y a 4 mecs qui donnent leur sang pour sauver Lucie. voilà, et il leur dit pas pourquoi. Il leur dit juste elle est très anémique, il faut lui donner du sang. Et donc bon, alors évidemment c'est les procédures pour donner du sang en 1897, vous vous doutez bien que c'est un petit peu barbare. Et surtout qu'on se préoccupe pas du groupe sanguin. Non mais ça marche. Ça Dans un premier temps, ça marche. On est dans un livre, tout fonctionne. Voilà. C'est le moment le plus fantaisien, laissez tomber les vampires. Et c'est vrai qu'il est potentiellement du coup tenté de pas en révéler trop dès le début, parce que c'est un psychiatre qui l'a appelé quand même. Donc dire à un psychiatre « Oui, Marty c'est un vampire !» Non mais il a des preuves en plus, et puis... Je sais pas, moi perso, quitte à être enfermé pendant 20 ans dans un asile psychiatrique, autant essayer de sauver Lucie. Oui, C'est mon il y a plus personnage longtemps, préféré, mais c'est bon. pour ça. Oui, mais est-ce que Steward est comment il s'appelle là, le connard transparent qui sert de fiancé à Lucie? Arthur. Arthur. Hollywood. D'ailleurs, je ship Arthur et Quincy, hein, parce qu'ils ont tellement pas de personnalité que forcément ils vont ensemble. Oui, puis bon, je veux dire, c'est cowboyment un cowboy texan, Quincy, donc on Purement. refait Brokeback Mountain avec... Pour le coup, il est pas Si, coincé. il est... On en parle 3 fois dans le roman de lui. C'est ça. Et à la fin, il meurt. ouais. En fait, quand on en parle de lui qui accompagne Arthur après le deuil de Lucie, donc... C'est ça, c'est le sidekick. C'est ça. Il est là, il sert à rien, Et mais il il est meurt. là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a un gros couteau. Et Voilà. une Winchester. Et une Winchester. Et qu'il est texan, donc il a un chapeau de cow-boy. Ouais.
Et dans le film de Coppola, il a une très belle moustache. Voilà, c'est sa principale caractéristique. Donc il est vraiment gay. Oh non, pas la moustache. Voilà, quand il meurt, c'est un peu ça. Il était si beau. En plus, bon, c'est pas le... Enfin, en termes de moustache, il y a celle de Gary Oldman qui est beaucoup mieux. Enfin, mais tout est mieux avec Gary Oldman. je suis sûr que si je cherche bien, je peux vraiment trouver un film que même lui n'a pas réussi à sauver quand même. C'est vrai, mais il faudrait beaucoup chercher et Mais voir c'est pas le beaucoup sujet. de Et c'est pas le films. débat. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un roman qui du coup fait peur au début et à la fin. Yep. Et au milieu, c'est un polar. Un peu. Oui, c'est ça, c'est un totalement polar un peu- médical. Ouais, Avec Renfield qui apparaît de temps en temps et Alors, qui me saoule. c'est un polar, sauf que en fait, Hercule Poirot, lui, dès le début, il sait ce que c'est, et il dit rien. Et genre, alors, c'est à la perception que j'en ai, mais c'est pas exactement ça. C'est au moment où enfin Mina et donc son nouveau mari, son nouveau boy toy, reviennent de Transylvanie parce que bon, entre-temps, Jonathan Harker s'est échappé du château de Dracula. On sait pas comment il a fait. En gros, il a sauté par la fenêtre. Enfin, tu vois. Et par la grâce de Dieu, il a survécu. Non. Et donc, il a fait désescaladé le mur. Ouais, voilà, il a désescaladé la tête la première dans la rivière quand même un peu. Oui, il y avait 1 mètre de neige, ça passe. Et Du coup, il a fait une grosse crise nerveuse dans un couvent, Yep. ce qui est une excellente chose à faire dans un couvent finalement. Et sa femme est venue le chercher. parce que Et c'est donc- la meilleure. Et donc Jonathan lui dit écoute, je me souviens de rien. Il y a mon journal, j'ai pas eu envie de le relire, et je vais te le confier. Parce que clairement, j'ai pété un câble à cause de ce que j'ai écrit dans le journal. Enfin, il m'est arrivé des trucs. Et Mina, dans un premier temps, fait non, mais t'inquiète pas, on le lira ensemble, je te fais confiance et tout. Et puis finalement, elle fait ma meilleure pote est morte. Et oui. Et il y a un Hollandais chelou qui prend des airs mystérieux là dans mon entourage immédiat. Autant lire le journal. Je vais lire le journal parce que il se passe beaucoup trop de choses mauvaises dans ma vie. Et en fait, elle se rend compte de toute l'expérience traumatique qu'a vécu Jonathan. Elle perd à jour les potentialités de dissimulation, de vampirisme de Van Helsing en 2 secondes. Ben non, bah du coup, ok, c'est la faute à Dracula. Enfin voilà, direct. Mina est trop intelligente pour ce livre. Bah surtout, c'est elle qui a l'idée de... De mettre tout le monde en connexion. Ouais, enfin elle sait lire quoi. Non, c'est elle qui a Les autres, je suis pas toutes les idées. certain. T'as le professeur, le professeur Steward, je suis même pas certain qu'il sache écrire. Il enregistre ses trucs parce que C'est vrai. c'est la technologie phonographe. Et d'ailleurs, pendant un long moment, comme ils veulent pas tout révéler à Mina, alors que bon, elle a lu le journal de son mari qui est quand même extrêmement Elle a traumatique. lu tous les autres journaux. Mais ils veulent rien le révéler parce que son petit cœur de femme ne le supporterait pas. Oui, bah, sauf qu'elle elle a pu lire le journal de Jonathan sans devenir folle, quoi. Donc C'est ça. ça va, on peut lui dire les choses. Surtout qu'elle est plus intelligente que tout le monde, donc si on lui dit les choses, on trouvera des meilleures solutions. Et ce qu'elle vit elle-même après est beaucoup plus traumatique, je pense, Yeah. que ce que vivent la plupart des autres personnages. Je pense que les seuls personnages à morfler autant qu'elle dans le roman, justement, c'est Lucie qui meurt et Jonathan qui Devient fou. qui en prend plein. Bah, c'est un truc qui a été reproduit dans le film de Coppola, c'est Jonathan, c'est un très jeune homme, il a 24-25 ans, à tout C'est ça. péter, et quand il revient de Transylvanie, il a les cheveux blancs. Voilà, et ça a été repris, donc il y a Keanu Reeves avec une perruque moche dans le film de Coppola. Ça ne lui donne pas plus de charisme. Voilà, oui, alors oui, il est aussi transparent que dans le bouquin, dans le film, ça c'est bien. Excellent choix, excellent choix d'acteur. d'acting, excellente direction d'acteur. Puisqu'on sait que Keanu Reeves est capable de faire de l'acting de temps en temps, quand même. Oui. Des fois. Non, j'aime ce film. Je vous jure que j'aime ce film. Ah oui, moi aussi, mais j'aime les costumes de ce film. Alors, C'est magnifique. c'est ce qu'ils essaient de me faire croire depuis tout à l'heure, mais bon, j'ai des doutes encore. Non mais si, regarde-le, je te jure. Parce qu'il l'a pas vu. Oui, on a quelqu'un qui fait pas ses devoirs. Mais non, faut voir le film de Coppola aussi. lire le Justement, faut lire le livre, parce que justement, le film de Coppola fait ce truc extrêmement intéressant qui tient finalement initialement d'autres œuvres avec des vampires. Il fait de Dracula fondamentalement une histoire d'amour maudit. Vraiment, le film de Coppola, j'ai un peu l'impression, si ça avait été un bouquin, ça aurait été vraiment le take de Victor Hugo dessus, quoi. Yeah. C'est genre, déjà c'est too much, tout le temps, les gens cabotinent à mort, comme dans Victor Hugo. Victor Hugo, tu lis les dialogues et t'as l'impression que c'est Fabrice Lucchini en roue libre tout le temps, quoi. C'est absolument Quelqu'un génial. lui propose un rôle dans une adaptation de Victor Hugo.
J'adore Victor Hugo. Je tiens à le préciser, hein, j'arrête pas de chier sur tout le monde, mais c'est fondamentalement des trucs que j'aime. Dès qu'il clash quelque chose, c'est parce qu'il l'aime profondément. Alors non, je clash aussi beaucoup d'autres auteurs et je les aime pas. Genre, je clash Marc Lévy et c'est pas par amour. Hein. Et donc c'est une histoire d'amour, et donc le film de Coppola, vous pouvez y aller, sauf si vous avez peur du sang, parce que vampire, voilà. Yep. Sauf si tout ce qui concerne la représentation et potentiellement les sous-entendus de violence sexuelle vous vont pas aussi, parce que ça c'est voilà. Mais sinon ça fait pas peur. Vraiment, c'est un film qui fait peur. Je suis une énorme flippette. Hein. Je veux dire, quand je regarde des films d'horreur, je les regarde entre midi et 2, même des fois en mangeant, mais voilà, avec les volets grands ouverts, un jour de grand soleil. Je suis encore jamais allé voir un film d'horreur au cinéma. Enfin, vraiment, je suis la flippette ultime. Et le film de Coppola ne m'a vraiment pas fait peur. Parce que c'est pas un film d'horreur, c'est un film avec des éléments terrifiants qui est en soi une histoire d'amour assez cuculapraline. Ouais, et du coup, c'est dans ce film qu'on a... dans ce film et dans beaucoup d'autres adaptations, mais quand même principalement dans ce film, on a un nerf de Mina qui est assez important et que je ne pardonnerai jamais à Coppola. Il s'en branle, il est riche, et je crois qu'il est mort. Il est pas mort ? Il est pas mort. Il est pas mort. Bon, il s'en branle, il est riche. Et... Après, le personnage de Lucie aussi est massacré, donc je pense que juste la personne avec qui Coppola a écrit ce film n'aime pas les femmes. C'est un peu chelou. Et alors, ce qui m'a beaucoup surpris en me renseignant sur le film, c'est qu'apparemment, Winona Ryder a lu le script et a demandé à Coppola de jouer Mina. Et alors, elle a peut-être un truc pour les histoires d'amour tragique, je comprends. Enfin, peut-être qu'elle aimait les robes de l'époque et qu'elle s'est dit, ok, j'ai eu ma chance. Non, mais après, voilà, objectivement, c'est histoire d'amour tragique. Bon, c'est très l'hétéronormativation de Dracula. Hein. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de syndrome. Dracula devient une histoire d'amour tragique, alors que quand même, fondamentalement, ça l'est pas. On va peut-être parler d'une autre adaptation de Dracula que toi t'as peut-être vu, Marius, mais c'est le même genre de syndrome, je trouve, dans la série animée Castlevania. Où tout le pitch de base, c'est Dracula a failli devenir gentil par amour pour une femme, mais les méchantes églises catholiques a brûlé sa femme, alors Dracula a décidé de lancer un bon petit génocide. C'est toujours la faute de l'église catholique. Oui, sauf que bon, déjà, de son vivant, Dracula, c'était pas quelqu'un de gentil. C'est ça. Et en fait, ces adaptations, oui, c'est une histoire d'amour tragique, gna 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 gna. C'est pour le rendre gentil parce que les vampires, c'est sexy et ça vend. Ouais, c'est nous faire oublier un peu vite que quand même, même dans le film de Coppola, et énormément dans la série Netflix, c'est ce type sur lequel on est censé s'étendre et qui on est censé chialer. C'est un meurtrier. C'est un meurtrier maniaque sadique qui en a rien à foutre de rien. Enfin, sauf bad boy. Sauf sur la très brève période où il était avec sa femme et son gamin dans Castlevania, tu vois. Mais le film qui serait le plus proche de Dracula et qui est décrit dans Bram Stoker, c'est Vlad, l'Empaleur, qui est sorti il y a quelques années au cinéma. Je l'ai pas vu, tiens. Voilà, nous aussi on doit faire le devoir. C'est un film qui raconte l'histoire de Vlad l'Empaleur et qui est décrit comme un vampire. Et qui fait vraiment penser à Dracula pour le coup. Intéressant. Ah tiens, oui, dans la catégorie film draculesque qu'il faut potentiellement voir, n'hésitez pas à voir Dracula Untold. Voilà, notre nanar extraordinaire. Ce film est incroyable. Ouais. Évidemment, nous vous invitons à lire le livre, c'est très important, lire le livre. Les anglophones parmi vous seront ravis d'entendre que le livre est passé dans le domaine public, dans son texte anglais, et donc vous le trouverez en EPUB et en PDF totalement gratuitement et légalement sur le net. Sinon, les traductions françaises sont quand même très largement disponibles en bibliothèque, donc c'est un roman que vous pouvez trouver facilement. Si vous avez bien l'envie de le posséder, n'hésitez pas à aller voir vos libraires préférés. C'est ainsi que se termine ce premier épisode de notre podcast. Nous espérons qu'il vous aura plu. Nous espérons également vous retrouver le mois prochain. C'est dans longtemps. C'est donc le moment pour nous de vous demander de vous abonner sur YouTube ou SoundCloud pour ne pas le rater. Pour celles et ceux qui seraient au Mirail, notre principale activité est un atelier d'écriture qui a lieu pour le moment tous les mardis de 18 à 20h au foyer du Gai Savoir. Nous accueillons les nouvelles têtes avec plaisir. À la prochaine donc, cher public. Lisez, écrivez et portez-vous bien.